Bienvenue à Dans la Bulle, un podcast de Tel Jeune où à chaque semaine, je ne suis que passager dans ce bateau parce que tout revient à l'animateur, co-animatrice, qui est toujours un membre du comité Tel Jeune qui a décidé de l'inviter et de la thématique. J'ai avec moi aujourd'hui Anna. Allô. Comment ça va? Ça va bien, toi? Qui n'est pas sans rappeler, évidemment, la chanson des Beatles, qui est un cover. Je rentrais pas là-dedans. Anna, comment ça va? Ça va Oui, super bien. bref, t'ai déjà demandé. Écoute, présente-toi et divulgue-nous l'invité et la thématique. À toi l'honneur. Allô, je m'appelle Anna, j'ai 18 ans. Puis je suis au cégep en technique en diététique. Puis aujourd'hui, j'avais envie de parler du regard des autres avec l'invité parce que c'est un sujet vraiment important, surtout à l'adolescence. Puis j'avais envie d'en parler avec cet invité-là pour avoir son point de vue sur ce sujet-là. Fait que on est très content de recevoir Nicolas Ouellette. Wouh! Yeah! Nicolas Ouellette, mesdames et messieurs. La foule est en délire. J'entends rien. Comment vas-tu, Nicolas? Ça va très bien. En Oui? pleine forme, oui, merci. Merci, parce que là, les gens ne savent pas, mais tu sors de 2 heures de radio. Oui, comme tous les jours. Mais c'est une belle vie. C'est pas moi qui va me plaindre, c'est pas moi qui va dire que je suis fatigué. Je vis ma vie de rêve. Génial. Non, Que mais pourrais-je dire d'autre? 2 heures de radio et tu plonges dans un podcast. Donc, Regarde, c'est la même chose. Un micro pour un micro. On troque un micro pour un autre micro. voilà, c'est ta spécialité, c'est ton instrument, quoi. C'est mon instrument, oui. Voilà. C'est mon instrument. On commence toujours Ouais. par le début, c'est-à-dire ton adolescence. En général, on est quand même à tel jeune. Ton adolescence, Ouais. Nicolas Ouellette, comment ça s'est passé en général? Oh mon Dieu, quelle vaste question. Oui. Salut Anna en passant. Oui. C'est un plaisir Je suis contente d'être rencontrée. Anna, A-N-N-A-H-A-N-N-A-H. A-N-N-A. La version la plus simple. Ouais, c'est ça. La version pour les dummies, comme moi. Donc, mon adolescence en général. Donc, c'est une grande question. C'était une belle adolescence, je pense, en général. J'ai, comme n'importe qui, je pense, eu mes petits moments d'anxiété, de doute, les petits écueils. Mais j'avais des bons amis, une belle famille. Je faisais du sport. J'ai découvert l'art beaucoup au secondaire. J'en faisais déjà un peu avant, mais plus au secondaire. Fait que ça m'a beaucoup aidé. En fait, j'ai découvert ce que le monde avait à m'offrir à l'adolescence. Puis rapidement, ça s'est précisé. Tu sais, moi, j'ai commencé à faire de la radio, j'avais 13 ans. Ouais, ça, c'est quand même... Parlons-en, là, tu sais, je veux dire, Ouais. comment quelqu'un commence à faire de la radio à 13 ans? Mais comment ça s'est passé? C'est quand j'avais 12 ans, au primaire. J'ai fait un concours d'art oratoire. J'avais peut-être même pas 12 ans, j'avais peut-être 11 ans. Un concours d'art oratoire organisé par le Club Optimiste de mon quartier, de ma paroisse. Sainte-Foy, pour ne pas la nommer? Sainte-Foy-la-Ville, Saint-Louis-de-France, la paroisse. Ok, c'est très important parce que, tu sais, Sainte-Ursule, correct, Saint-Benoît, Sainte-Geneviève, Saint-Yves, OK. Mais Saint-Louis-de-France, le top. Et donc, à Saint-Louis-de-France, j'étais à l'école primaire, Club Optimiste. Il y a un concours d'art oratoire, il faut écrire un texte puis le réciter devant le public, nos parents, les autres élèves, puis un jury. Et dans ce jury, il y a un homme qui s'appelle Michel Lamarche, qui est un animateur de radio à ce moment-là à Québec, qui anime l'émission du Retour à Radio-Canada. Puis il me dit, hey, toi, on dirait que tu pourrais peut-être faire ça dans la vie. Tu sais, on dirait qu'il y a comme un petit quelque chose qui me fait dire que tu pourrais être bon derrière un micro. Mais à ce moment-là, j'avais encore ma petite voix de comment on dit ça, de seringue. René Simard. De René Simard, oui, j'avais ma René Simard. Et donc, j'ai commencé. 1 an plus tard, je l'ai appelé. J'ai dit, ça me tenterait d'aller voir de quoi ça a l'air, la radio. Pour moi, mes parents écoutaient beaucoup la radio chez moi. Mais tu sais, avant d'être de l'autre côté du truc, c'est comme un mythe. Ouais. Ça n'existe pas. Et donc, je me suis beaucoup demandé de quoi ça avait l'air. Puis à un moment donné, la curiosité l'a emporté. Je suis allé, m'a fait faire une petite chronique, genre culture, sport, machin. Puis c'est un peu là que la passion s'est déclenchée. Puis après ça, ils m'ont demandé de faire des chroniques sur des sujets qui touchent les jeunes, etc. Puis ça a duré pendant quelques années. Donc, t'es pas articulé d'hier, là. T'étais un jeune homme déjà... Ben, je le sais. Tu vois, l'autre fois, je suis allé à la semaine des 4 juillet. Et elle a déniché, ben je dis elle, mais ses recherchistes extraordinaires ont déniché une archive d'une de mes chroniques. Je pense que c'était une de mes premières chroniques avec Michel Lamarche à cette époque-là. Et je me suis entendu et je me suis dit non, c'est ça, t'étais pas vraiment articulé là, à cette époque-là. T'étais bien qu'un adolescent qui était derrière un micro, mais je pense que la conscience de l'environnement radiophonique. Tu sais, souvent, c'est juste le fait de ne plus être intimidé, en fait, par le médium qui fait qu'on est plus à l'aise et qu'on devient meilleur. Fait que je pense que c'est peut-être ça le seul avantage que j'ai eu, c'est-à-dire d'avoir compris rapidement que c'était pas une structure intimidante, tu sais, celle de la radio.
T'étais encore aussi jeune, il faut dire. Tu n'étais pas fini d'être formé. Là, non, même encore à ce jour. Tu vois, la chose la plus importante que j'ai apprise en devenant un adulte, c'est qu'on ne le devient jamais vraiment totalement. Fait que je n'étais pas complètement formé à ce moment-là, pas encore complètement formé aujourd'hui. Ouais. C'est ça qui fait qu'on est bon, en tout cas, qu'on garde le feu de la vie personnelle et professionnelle. Ça doit être drôle d'avoir revu une de tes premières entrevues. Ouais, c'était tellement étrange. Puis tu vois, souvent, j'y pensais, puis je me demandais, c'est où ces archives-là? Tu sais, où est-ce que je peux entendre ça? Puis, c'est ça. Salutations à toute l'équipe. Nicette Julie. Quand t'en parlais, j'allais te demander, moi, j'aimerais ça revoir ces affaires-là. Puis tu as eu la chance de... Ouais. Tu disais, on ne devient pas un adulte. Certains disent, ou on ne devient jamais un adulte. Certains disent, quand tu as des enfants, il y a un petit kick. Ouais, ça se peut. J'ai pas d'enfants. Je sais pas si tu as des Moi non plus, j'ai pas d'enfants. Mes chats ne comptent pas, hein? Lily qui est enceinte fait dire que c'est pas... Non, non, OK. Elle n'a pas dit ça, j'ai dit ça. On parlait de... Oui, c'est ça. Bref, fait que toi, tu avais commencé déjà à faire cette affaire-là, la radio. Alors que, justement, adolescent, on se cherche, on essaie des choses, tout ça. Est-ce que toi, c'était déjà... Est-ce que pour toi, c'était un hobby puis c'était une expérience un peu funnée ou c'était comme, non, je sais déjà que c'est mon métier? Je le sais pas. Très honnêtement. Tu sais, je me souviens du moment où j'ai décidé d'aller étudier à Jonquière en ATM, en arts et technologie des médias, puis de vraiment étudier la radio de façon claire pendant 3 ans. Je me souviens de ce moment-là. Mais c'est très étrange. Tout ce qui mène jusque-là, probablement que c'était ça. C'était comme une expérience ou un intérêt ou une passion profonde, mais rien qui me disait c'est possible que je fasse carrière là-dedans. Ce que je veux dire, c'est quelque chose de très étrange d'imaginer. Pour moi, me ramener à mes 14 ans, réfléchir au fait qu'aujourd'hui, je gagne ma vie en faisant ce métier-là, je pense pas que j'aurais pu être capable de connecter ces deux affaires-là. C'était trop étrange, je pense. Ouais. Tes parents faisaient quoi dans la vie? Ma mère est enseignante. Elle a enseigné au primaire toute sa carrière, pendant presque 40 ans. Puis mon père est urbaniste de formation. Il travaillait au gouvernement du Québec, à la Société d'habitation du Québec. Exact. Donc, des métiers que certains qualifieraient de, en guillemets, traditionnels. Ouais, complètement. Pour toi, les médias, comme pour n'importe qui, c'était comme... Tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai grandi à Sainte-Foy, dans une petite banlieue, très cute, avec plein d'amis, une vie normale, jouer au soccer. Tu comprends? J'avais une vie très, très normale. Donc, il n'y a rien, je pense, qui me destinait à faire ce métier-là, si ce n'est que j'en avais envie puis que j'aimais ça. Tu sais, ouais. C'était quoi quand on pense à l'adolescence, si on pense à... Ça peut être des complexes, ça peut être... Tout le monde a ses combats, à l'adolescence. C'était quoi, toi, la chose que tu dis, ça a été l'enjeu de mon adolescence, puis je sais qu'il n'y en a pas un, puis il y en a plein, mais quand je te dis ça d'instinct, là, rapidement? Ben là, c'est dur parce que ça va avoir l'air dramatique de le dire comme ça, puis c'est pas comme... Je veux dire, ça va avoir l'air plus dramatique que ce que c'est pour vrai, mais le fait d'être noir, c'était quand même quelque chose de différent, de complexe d'un point de vue identitaire. Je veux dire, j'ai fait toute une série là-dessus, mais... Ouais. Ça rendait les choses juste plus compliquées. Parce qu'à l'adolescence, si tu te compares, j'imagine, tu le sais, Anna, on fait beaucoup ça. On regarde les autres, on se compare, on essaye de trouver nos points de repère, de comprendre pourquoi telle personne, je sais pas, pourquoi la fille sur qui je trippe, elle trippe sur ce gars-là, puis pas moi, mais elle trippe sur ce gars-là parce qu'il est blond, tu sais, il est beau, tu comprends? Avec toute cette définition-là de ce que c'est que d'être, je veux pas dire beau, là, mais de ce que c'est que d'être la meilleure version de soi-même quand on est adolescent, j'avais aucun repère. Fait que je me faisais souvent dire soit « Ah ouais, tu sais, moi je trippe pas sur les noirs » ou l'inverse étant aussi vrai ou « T'es beau pour un noir ». Puis tu sais, mon corps était différent aussi de la majorité des gens, tu sais. Mes cheveux, ma peau évidemment, mes fesses, moi j'ai des fesses, qu'est-ce que tu veux, c'est de même, tu comprends? Mais tout ça, tout ce corps-là, c'était quelque chose qui était complexe à apprivoiser pour moi. Est-ce qu'il y a eu tu sais, entre l'enfance puis l'adolescence, est-ce qu'enfant, c'était déjà une réflexion qui était amorcée ou c'est vraiment ado que tu as fait « Wow! » Ouais, je pense que c'est plus à l'adolescence. Ouais, je pense que c'est beaucoup plus à l'adolescence. C'est comme si quand t'es enfant,
tu te regardes pas tant. En tout cas, tu regardes pas les autres de cette façon-là. Ouais. C'est juste que du moment où tu te mets à te faire ramener à ton enveloppe corporelle, parce que c'est ça aussi l'adolescence, c'est aussi des changements, tu sais. Ouais. Tu changes. Tu vois, tu sais, pense-y, là, je sais pas comment c'était pour toi, Anna, mais tu sais, quand t'es en secondaire 1, mettons, moi, j'avais un ami qui mesurait 6 pieds. Moi, je mesurais 5 et 2, tu comprends? Ouais. Puis à un moment donné, j'ai grandi, je mesurais 6 pieds 1. J'ai mué, j'avais 15 ans et demi, tu sais. Tu comprends? Fait que toutes ces disparités-là, ça fait que c'est compliqué. Ouais. Ouais. Ouais, puis c'est ceux qui grandissent en premier sont ceux qui finissent le plus petit souvent. Oui, c'est vrai que ça arrive. Ouais. Regarde ce qu'on a un quelqu'un de basket, 3 ans plus tard, t'es comme je suis plus grand que toi. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Parce que maintenant, t'es grand en plus. Là. Ben oui, c'est ça, j'ai grandi. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est parce que la vie, les moments sont. Tu sais, là, Dédé disait la vie c'est court, mais c'est long des petits bouts. Les petits bouts qui sont longs, c'est là, moi, je trouve, à l'adolescence. Ouais, vraiment. Comme quand j'avais des broches, mettons. Quand j'avais des broches, bon, tu vois, t'en as des broches, trouves-tu ça long? On dirait que je pense que ça m'aurait plus affecté, mettons, si j'étais plus jeune, c'est ça. T'sais, moi, je les ai eu. De l'adolescence, là, mettons, parce que. Bullseye, tu comprends? Moi, j'ai eu mes broches en secondaire 1, je les ai enlevées en secondaire 4. C'était long, là. Tu comprends? Dans le sens où 3 ans dans ma vie en ce moment, ce serait rien. Ouais. Il y a 3 ans, j'étais déjà dans ma trentaine. Tu me suis? Ouais. Mais quand j'avais 14 ans ou 13 ans, jusqu'à mes 16-17 ans, c'est long en poule, comme dirait mon ami Alexandre. Je les ai eu en secondaire 3, je pense, puis ils m'ont enlevé genre au cégep. J'étais comme, voyons. Ça arrête jamais. C'est ça. C'est comme si ça arrête jamais. Oui, vraiment. Mais, bref. C'est comme si, au secondaire, mettons, aussi le look des gens ou l'apparence, c'est comme vraiment plus important. Puis au cégep, on dirait que c'est rendu maintenant, comme chacun comme se présente comme il veut, puis on dirait que t'as l'impression que personne va nécessairement te juger, ou on dirait que c'est moins important. Aussi. Exact. Ben, le secondaire, c'est très micro-société fermée. Ah oui. Le cégep, tu veux un peu une ouverture pour le meilleur. Oui, puis on a une différente façon d'être valorisé et de valoriser les gens. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, comme il n'y a pas beaucoup de barèmes qu'on connaît à l'extérieur, justement, de ce dont les gens ont l'air pour les juger ou les apprécier. Ouais. C'est une grosse généralisation que je fais en ce moment, mais c'est comme plus évident, que le gars, le petit gars qui a des broches, qui pousse tout croche, il est moins le fun à regarder que l'autre. Tandis qu'au secondaire, au cégep, quand on devient des adultes, on a d'autres façons, je sais pas, de percevoir les gens, puis de les apprécier, puis de les valoriser. T'sais. Complètement. Ça, c'est pas juste le physique, c'est aussi comme plus la personnalité de la personne. Exact. La clé. Ouais. Complètement. Est-ce que le fait de venir de Sainte-Foy, est-ce que c'est parce que c'était quand même assez blanc, j'imagine? Ouais. Oui. Oui, c'est quand même assez blanc. Oui, ben oui. Non, mais c'est parce que j'ai ouais. Il y a des coins où c'était plus diversifié à Sainte-Foy, mais moi, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, la majorité des gens, la grande majorité des gens étaient blancs, ouais. Donc, c'était comme surligné comme différence, j'imagine. Ouais. Et après ça, c'est pour ça que je dis que ça a l'air plus dramatique que c'est-à-dire que je pense que d'un autre côté, ça a des aspects positifs. Parce que les gens savent t'es qui plus facilement. Parce que si tu fais bien les choses, ben tu vas, je sais pas, les gens vont se souvenir de c'est un branding. Il y en a un, tu comprends? Fait que c'est toi. Fait que si tu fais un mauvais coup, c'est toi. Si tu fais un bon coup, c'est toi. Puis les gens vont s'en souvenir puis ils vont te reconnaître, tu comprends? Est-ce que tu avais des amis noirs à Québec? Non. J'avais Oli, mon ami Oli Dzomo avec qui je joue au soccer. Mais tu sais, je dis non parce que c'était très différent. Tu sais, moi, je joue au soccer beaucoup. Mais tu sais, on se voyait quand on jouait, quand on pratiquait, quand on avait des matchs. Des fois, on se tenait ensemble, tu sais, après les matchs, ça, les fins de semaine. Mais comme dans ma vie de tous les jours, à l'école, dans mon quartier, il n'y en avait pas. Là. Il y avait mon frère, il y avait moi. C'était pas mal tout. Ouais. Ton frère qui était aussi, comme toi, adopté. Ouais, mon frère vient d'Haïti. Mon frère était adopté 5 ans avant moi. Donc, en 83. En Haïti, à Port-au-Prince. Puis toi, c'est des parents sénégalais. Ouais, c'est ça. Mes parents étaient sénégalais, étudiants à l'Université Laval. Fait que moi, je suis né à Québec.
Mais c'est ça, de parents africains. C'est malade parce que les gens, vous devez voir, être comme, OK, ils ont adopté. Oui, ils ont adopté la gang. Ouais, non, c'est ça. Mon frère, même mon frère, sa sœur biologique, en fait, a été adoptée en même temps que lui par une famille de grand-mère qui est comme à 1 heure de Québec. Ça a pris quelques années avant qu'on la rencontre et tout ça. Mais non, on est vraiment... C'est dans le sens où... Oui, c'est ça. Est-ce que là, ils sont encore ton frère? Puis... je pense qu'ils se parlent une fois de temps en temps, mais en fait, il faudrait que j'y demande. Je sais pas. Mais je pense pas qu'ils sont en contact très régulier. Non, je pense que c'est ça. C'est la vie. Est-ce que la portion... Tu sais, on parle de la portion couleur de peau, tout ça, mais est-ce que la portion adoption, quand t'es ado, tu sais, puis c'est la quête identitaire, puis même jusque dans l'âge adulte, la portion... j'ai été adopté, qui sont mes parents biologiques. Est-ce que ça, ado, ça a comme refait surface? Qui sont mes parents biologiques? Non, jamais, même encore à ce jour. Tu sais, l'histoire de mon adoption, ça reste que ma mère est tombée enceinte dans la jeune vingtaine. Dès qu'elle est tombée enceinte, elle savait qu'elle voulait pas me garder parce qu'elle n'était pas avec mon père. Elle a toujours eu la possibilité de venir me retrouver, ce qu'elle a pas fait. Fait que j'imagine qu'elle a comme refait sa vie. Fait que ça a toujours été quelque chose de très clair, très sain. J'ai toujours beaucoup parlé avec mes parents aussi. Fait que ça, non, à l'adolescence. L'adoption, c'est plus une question d'intégration. Plus une question de savoir que t'es différent puis vouloir l'être le moins possible. C'est comme ça le concept à l'adolescence, on dirait. Ouais. Être différent comme tout le monde. Tu me suis? C'est... Ce qui est paradoxal. Exactement. Puis tu sais, moi, je dis souvent ça par rapport au milieu dans lequel j'ai grandi aussi. Tu sais, au bout du compte, on magasinait tous chez Simons. Là. Peu importe le chandail qu'on s'achetait, on était, mon chandail, il est différent, mais il est différent comme tous les autres chandails que le monde a acheté chez Simons. C'est le même modèle, mais une différente couleur. Exact. Fait que je pense que c'était plus ça le concept à l'adolescence. Ouais. C'était plus l'idée de me dire, j'aimerais ça être encore plus comme tout le monde que je le suis en ce moment. Fait que c'était le moins possible mettre en exergue ma différence. C'est pour ça aujourd'hui que tu portes que du noir? Non. C'est une bonne question. Non. Parce que pour vrai, ceux que ça porte, t'es toujours de noir vêtu. Là. Ouais. Quand c'est, je veux dire, dans mon garde-robe, quand c'est moi qui m'habille, je m'habille que de noir, mais c'est vraiment une question de simplicité. Puis de réduire aussi ma consommation de vêtements. Tu sais, en t'habillant en noir, il y a personne qui fait il porte le même chandail qu'hier, tu comprends? Ouais. Tu sais, ces pantalons-là, je les porte littéralement tous les jours ou presque dans ma vie. Personne ne m'a jamais porté de remarques ou pas assez de remarques par rapport à ça. Moi, c'est une question de simplicité puis d'efficacité, en fait, l'idée de m'habiller en noir. Est-ce que, parce qu'on parlait tantôt de Québec, est-ce que entre les années où tu as grandi à Québec et maintenant, grandir comme un jeune homme noir ou jeune femme, ça a changé? Je pense que oui. Après ça, moi, je suis parti de Québec, j'avais 17 ans, j'en ai 34 aujourd'hui, fait que j'ai passé la moitié de ma vie n'étant pas citoyen résident de Québec. Mais l'autre fois, je parlais avec Pierre Yvelard, qui est un ami qui a grandi à 4 minutes à pied de chez nous, un peu moins de 10 ans avant moi. Là, on est comme dans deux générations différentes. Puis ses enfants, lui, sont métis. Puis il me disait, c'est fou là, à quel point à l'école, dans leur environnement immédiat, dans les sports, puis tout ça, il y a une diversité folle. Puis il n'y a même plus de conversation à propos de justement, tu viens d'où, t'es qui, pourquoi t'es ici, pourquoi moi je suis ça. C'est vraiment quelque chose qui, en tout cas selon ce qu'il me disait, avait disparu de la conversation. Fait que tu sais, quand même, on est dans un espace d'une 20aine d'années, puis les choses ont énormément changé. Parce que lui, il est encore à Québec. Ouais, puis il a racheté, là, je veux pas dire, c'est sa vie, là, mais il a racheté la maison de ses parents. Ah, OK, cool. Donc, il est vraiment basé à Québec. Pas loin de la côte Sainte-Isabelle. Ah! Tiens. Parce que les membres UDA sont souvent dans la région montréalaise. Ouais, non, lui, la famille est à Québec, puis je trouve que c'est un choix très louable, très honorable. Ah, vraiment. Ben là, j'aime ça parce que la thématique s'est entrelacée. Je pense qu'on est sauté dedans vraiment, vraiment naturellement. Mais parce qu'on en parle, tu l'as mentionné, mais tu as fait une émission, je peux en dire, mais j'allais dire un programme. Tu as fait un petit programme? Oui, une série documentaire, on va appeler ça de même. Bon, quelqu'un qui a du vocabulaire, enfin, plus que moi, qui s'appelle « Tu viens d'où? » Ouais. Et
c'est comme tellement relié avec la caisse d'identitaire, puisqu'on parlait. Cette petite question qui semble si banale et si légère, mais qui a donné le titre à la série. Ouais. D'où l'idée t'es venue un petit peu de ça, puis... Ça a été assez, je peux pas dire fortuit, mais ça a émergé d'une conversation que j'ai eue avec Olivier Godet-Savard, qui est producteur au contenu au développement chez KOTV, que tu dois connaître, improvisateur hors pair, good guy all around. Ouais. Et on voulait brainstormer pour faire un projet, KOTV et moi, ça pouvait être n'importe quoi. Puis comme Oli, c'est quelqu'un que je connais, avec qui c'est facile d'avoir une conversation à l'extérieur du contexte professionnel, c'est comme si les choses se sont entrelacées, puis à un moment donné, on s'est mis à avoir une conversation sur mon identité, puis sur, en fait, le fait d'être noir dans notre société. Puis c'est en janvier 2021 qu'on a eu cette conversation-là, ou à peu près. Fait que c'était pas très longtemps après tout ce qui s'est passé à l'été 2020. George Floyd, le Black Lives Matter, les carrés noirs sur Instagram, machin. Puis moi, ça m'avait beaucoup bouleversé, ces moments-là, pour de multiples raisons. Non seulement parce qu'il est arrivé à cet homme-là et à tous les autres hommes et à toutes les autres femmes avant, trop nombreux, trop nombreuses, mais... beaucoup autour de la conversation qu'il y a eu, tu sais, en lien avec ça. Puis la façon de se positionner quand on est une personne racisée, puis qu'on nous demande soudainement, de façon régulière, qu'est-ce que tu penses du racisme? Qu'est-ce que tu penses du racisme systémique? C'est quoi ton expérience de vie? Puis moi, c'est des choses que personnellement, j'étais très à l'aise de partager avec les gens autour de moi. Mais après ça, quand ça devient public parce que tu es une quote-unquote personnalité publique, ça devenait autre chose. Puis je me suis demandé, est-ce que je suis outillé ou apte, vu tout ce dont on parle depuis tantôt, c'est-à-dire adopté, grandi à Québec, amis blancs, blonde blanche, milieu de travail blanc, etc. Est-ce que moi, j'ai le droit de prendre parole par rapport à ça? Puis si oui, comment? Longue prémisse, encapsulée dans une conversation avec Oli, où je lui dis, souvent, je me demande comment être noir, en fait. C'est quoi la bonne façon d'être une personne noire? On a bâti là-dessus, on a développé un concept de série doc. Puis une fois que tout le monde est embarqué sur le projet, donc les gens à la recherche, Aïcha Vertu, qui est une DJ, Gaillance, Marie-Ange Zibi à la recherche, Dan Abraham, qui a réalisé une partie de la série. On a fait un brainstorm, comme on l'appelle, pour comme développer la série. Puis c'est la première fois de ma vie que dans un contexte professionnel, j'étais dans un Zoom à ce moment-là, puis qu'il y avait plus de faces issues de la diversité que de faces blanches dans un meeting. Puis de ce brainstorm-là et des conversations à bâton rompu qu'on avait, est arrivé un moment où je sais pas qui, puis j'aimerais tellement ça m'en souvenir, parce qu'à chaque fois, je veux donner le crédit à la bonne personne, mais quelqu'un qui a fait « Tu viens d'où? » Tu sais, « Hey, on se fait-tu demander ça souvent, pareil, machin? » Puis là, c'est la première fois que j'avais une rétroaction par rapport à ça. Tu sais, et Dan, et Marie-Ange, et Aïcha étaient comme « Mais oui, tu viens d'où? On se fait tout le temps demander ça, c'est tellement intense, nanana. » Puis là, je voyais un peu que les autres personnes sur l'appel étaient en mode « Tu viens... » mais puis j'étais comme « Ben voilà, tu sais. » Puis là, c'est là qu'on a fait, c'est ça la série, en fait. C'est cette question-là, tu viens d'où? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Puis pour moi, qu'est-ce qu'elle veut dire? Puis c'est en sachant, comme le disait Okoumé, pour savoir où l'on va, il faut savoir par où on est allé. Et donc, ça a comme été l'idée de repartir des racines de comment je me suis forgé jusqu'à aujourd'hui pour m'approprier cette identité de personne noire-là. Quelle longue question. Non, réponse, je veux dire. Il y a plusieurs sous-dossiers qu'on vient d'ouvrir avec ça, mais juste avant qu'on poursuive, Anna Okoumé, est-ce que ça dit que... Jonathan Pinchot, non? Tu viens de Maria. Non, les îles de la Madeleine, c'est pas si loin. Jonathan Pinchot vient de tes îles? Eh oui, Éloi Pinchot, non? Sale Barbe? Non. Non? Il y a des référents musicaux des années 90-2000. Non, mais Sale Barbe, c'est actuel. Jean-François Brault? Oui. Il sort avec Marie-Ève Janvier. Bon, il est dans Sale Barbe. Dans Sale Barbe, il y a Éloi Pinchot et Jonathan Pinchot. Jonathan Pinchot qui est le chanteur d'Okoumé. Éloi Pinchot était aussi dans le groupe à l'époque. Maritime, Est du Québec. Voilà. De retour, après la pause. Oui, c'est ça. Donc, parce que ça reste arrivé quelquefois, des fois qu'on nomme des référents, que je fais, on est vraiment plus vieux qu'on pense. Mais oui, il y avait plein de sous-thèmes que tu as ouverts que j'ai adoré dans ta réponse. Mais la première affaire, c'est comment être noir. Je ne sais pas comment être noir. Est-ce que, d'une première part, tu t'es souvent senti pas assez noir? Est-ce que tu disais, parce que tu le dis dans le documentaire, tu dis, tu te comparais quand tu étais jeune, tu disais, je suis noir de coco, je suis blanc à l'intérieur, noir extérieur. Réponse que
adulte, t'es comme, non, j'aime plus cette réponse-là. Mais non. Mais tu disais-tu, mon Dieu, pour les blancs, je suis noir, mais pour les noirs, je suis pas noir. Comment tu À cette époque-là, à l'adolescence, l'idée, comme je le disais, c'était purement et simplement d'être le plus comme tout le monde possible. Ouais. Fait que donc de dire, je suis une noix de coco, je suis blanc à l'intérieur, je suis brun à l'extérieur, c'était comme de dire aux gens, parle-moi pas de ma couleur de peau. En dedans, on est pareil. Ouais. Tu vois, je parle, j'ai pas l'accent, on est pareil. Alors que c'est faux. J'étais différent, j'ai toujours été différent, j'ai été perçu différemment aussi pendant toute ma vie, mais c'était comme une volonté de pas parler de cet enjeu de différence-là, vouloir être le plus comme tout le monde. Voilà. Après ça, oui, pour répondre à ta question, il y a des moments où je me suis dit, je suis probablement pas assez d'un côté, trop de l'autre. Puis je pense que la série, elle venait de l'idée de faire la paix avec mon ou mes identités, puis de comprendre aussi que souvent, c'est juste dans la tête, cette idée d'être pas assez ou d'être trop. Ben, justement, on parlait tantôt de ton adolescence, tu parlais de cette quête identitaire-là, puis là, de dire, ça t'amenait à quoi, 33, 34 ans, de dire, hey, je traîne encore ça, puis que tu as comme un peu traité avec la série. Est-ce que tu sens que tu as répondu à des questions? Est-ce que tu sens que tu as réglé un dossier ou c'est plus complexe que ça? J'ai réglé le dossier. En fait, j'ai réglé une grande question qui est celle de comprendre qu'il y en aura toujours plus. Tu comprends? Tu sais, je pense qu'on a une façon de réfléchir en tant qu'être humain qui recherche la finalité souvent ou l'absolu. C'est ce qui fait en ce moment que la société est souvent si clivée dans ses opinions, si polarisée. C'est qu'on cherche un absolu. Ouais. Puis moi, en faisant cette série-là, en jasant avec tout ce monde-là, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas d'absolu dans cette quête identitaire. C'est dans l'idée de me dire, je suis africain, je suis ça, je suis assez, je suis pas assez. Est-ce que les questions que je me pose en ce moment sont valides? Oui, elles sont toutes valides. Est-ce que les réponses que j'y trouve aujourd'hui seront les mêmes demain ou dans 10 ans? Probablement pas, puis c'est bien correct comme ça, tu sais. Ouais. Puis c'est le genre de truc que moi, quand j'étais ado ou tu sais, jeune adulte, j'aurais aimé savoir. Tu comprends? Ouais. Parce que souvent, tu sais, moi j'ai eu une obsession très longtemps avec le fait de devenir, de faire la bonne chose par rapport à l'âge que j'ai. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme là, on fait, hey, j'ai 18 ans, je suis un adulte. Je devrais être rendu là. Genre, j'ai-tu mon permis? J'ai-tu de l'argent de côté? J'ai-tu voyagé? Tu comprends toutes les affaires qu'on nous pointe de façon consciente ou inconsciente puis qu'il faut qu'on coche sur notre liste. Moi, j'ai eu beaucoup cette obsession-là puis j'ai l'impression qu'on me l'a beaucoup projeté dans la façon dont on représente les générations puis les phases de la vie. Tu voulais être rendu ce que tout le monde était à ton âge, quoi? Genre, ouais, je pense que c'est un peu ça. Ou en tout cas... Mais pas tout le monde, mais... L'image qu'on se faisait d'avoir cet âge-là. C'est ça. Tu sais, pas être... en fait, pas pouvoir, quelques années plus tard, me dire « Ah, à 18 ans, il aurait fallu que je fasse ça. » Au bout du compte, tu sais, je veux dire, j'en ai 34, puis je suis comme, mon Dieu, que j'ai fait des trucs où je me suis imposé des barrières ou des frontières ou des objectifs qui étaient absolument pas nécessaires. Comme une forme de faux mot, j'imagine. Je pense. Ouais. De futur faux castage, là, j'ai fait. Ou répondre à des affaires, tu sais. Ouais. Tu sais, des fois, je sais pas si tu as vécu ça. Là, tu vois, c'est qui Xavier Dolan, non? Ouais, OK, parfait. Il était dans Okoumé aussi, je pense. Oui, c'est exact, c'est ça. Ouais. Je pense que c'était le bassiste. Oui, c'est le bassiste d'Okoumé. Ouais, donc, tu sais, il y a comme eu, à un certain moment, quand nous, on était dans la vingtaine. Toi, t'as quel âge, 30 ans? On a à peu près le même âge, j'ai 32. 32, OK. Je vais avoir ça. Bon, donc, il y a eu cette affaire-là qui est comme arrivée, le succès de Xavier Dolan. Et il y a plein de gens, je trouve, dans notre génération qui se sont mis à se baser sur ce barème de succès-là pour déterminer à quel moment ou comment fallait que les choses se passent. Parce que là, je parle évidemment parce qu'on fait des métiers qui sont plus ou moins artistiques. Dans mon cas, c'est plus de l'artisanat. Mais bref, ça, pour moi, c'est un exemple de se fixer des objectifs qui sont plus ou moins réalistes. Pas grave là, si t'as pas gagné une palme d'or à
à 24 ans, ma chum, c'est pas grave si t'as jamais eu de premier rôle dans une série. À 25 ans, c'est pas grave si à 26 ans, tu sais pas encore ce que tu veux faire de ta vie puis que t'es encore en train d'étudier à l'université. Tu comprends? Ouais. C'est pas grave si à 35 ans, tu décides de partir faire le tour du monde en quittant ta job en droit. Who cares? Mm-hmm. Mais je comprends ce que tu veux dire parce que, étant sensiblement du même âge que toi, je me souviens que quand il y a tout une personne forte, que ce soit moi, j'allais à l'école aussi avec Cœur de pirate. Là, avec Béatrice. Quand elle, ça part. Je me souviens que je pense que Xavier a été refusé au cégep où on allait pour finalement, je pense, l'année d'après à la Cannes. Ça se trouve avec un film à 20 ans qui finance lui-même. Mais ça, c'est des histoires de Disney. Là, complètement. C'est une fois par génération. Là, puis je me souviens même quand j'ai commencé à faire de l'humour, l'humoriste qui a inspiré beaucoup la génération de laquelle je fais partie puis qui est encore là, c'est Louis José. C'était l'humoriste québécois qui avait 22 ans, 23, avait sorti son premier show, je pense, à 23 ans. C'est fou quand même. Quand j'étais jeune, je suis comme, OK, fait que 23, parce que quand t'es jeune, 23 ans, ça a l'air vieux. Fait que tu te dis 23 ans, je vais avoir... Aujourd'hui, je suis comme, non, mais c'est n'importe quoi. T'es un bébé. T'as encore des couches. Fait que là, je me dis 23 ans... je suis content de ne pas avoir sorti de show à 23 ans. Je suis comme, tu sais, mais tu te mets des barèmes de, OK, ben là, lui, il a fait ça à cet âge-là, puis aujourd'hui, je suis comme, puis lui-même, je pense aujourd'hui, il est comme, pourquoi j'ai pas commencé à 30? Il revoit les affaires qu'il a faites avant, puis il est comme, c'est ça. Mais ça pour dire que c'est correct que tout le monde ait son chemin, mais c'est pas nécessaire de s'imposer des espèces de... Chaque chose arrive en son temps. Là. Ça veut dire que tu es prêt nécessairement au moment où les gens... Exact, tu sais, puis il n'y a pas de... On n'est pas... on se voit comme des meubles Ikea avec des étapes. Ah ouais. Et je te jure qu'il manque des vis. C'est sûr et certain. On va manquer jusqu'au bout. Il va y en avoir de surplus, tu sais pas où ils vont, mais garder de côté pour au moins 17 ans. Bon, alors, c'est drôle parce qu'en plus, on a beaucoup sauté dans l'identité, puis c'est drôle parce que le thème, en fait, comme tel de l'émission, c'est le regard des autres. Ouais. Mais on est rentré par la porte de côté, mais... On est dedans, là. Tout ça est relié. Parce que justement, le regard des autres, c'est ça qui a mené à ça, c'est de dire, mon Dieu, la manière que... Est-ce que tu le percevais, tu sais, depuis que tu étais jeune, de hey, je ne suis pas regardé de la même manière? Oh. Oui. C'est dur. C'est vraiment dur pour moi de faire la différence entre ce qui était une espèce de déni puis de volonté d'être accepté, puis ce qui était vraiment un regard qui était pas différent sur moi que sur les autres. T'sais, moi, je me souviens très clairement du moment où j'ai fait « Oh, là, ma vie a changé ou dans la façon dont les gens m'ont perçu. Un, la puberté. Puis deux, moi, j'étais à Québec. Puis à l'époque, il y avait eu cette... je pense que c'était l'opération Scorpion, mais là, je ne veux pas me tromper. Là. En tout cas, avec toute ce proxénétisme juvénile à Québec, il y avait eu cette grande histoire. Puis les gars qui avaient été arrêtés dans cette histoire-là, c'était tous des jeunes hommes noirs. Puis je me souviens qu'à cette période-là, il me semble que c'était arrivé comme au mois de décembre, quelque part en 2001 ou 2002. Puis je me souviens d'être allé magasiner des cadeaux de Noël avec mon frère au centre d'achat. Puis les deux, on joue au soccer. Fait que, tu sais, on est tout le temps jogging, survêt, machin, tu sais, tranquille. Tu comprends? Ouais. Puis je me souviens d'être rentré dans un magasin, en fait, dans le centre d'achat en général. Puis que là, toutes les paires de yeux étaient sur nous. Puis, tu sais, il y a comme... Je sais pas comment dire. Souvent, je me suis obstiné avec des gens à qui je disais, ah, là, encore une fois, je me suis fait regarder d'une certaine façon parce que... Puis là, on était comme, ben voyons, non, tu t'imagines... Non. Mais tu sais, j'avais, je sais pas, 14, 15 ans, 13, 14 ans, je sais pas trop. Tu rentres dans le centre d'achat, une paire de yeux, ça va, 2, 3, 10, 20, un moment donné, tu fais, bon, c'est correct, là, j'ai compris, tu sais, je suis dans vos yeux, je suis un indésirable, là, ça va. Fait que ça, il n'y avait pas de doute là-dessus. Fait que ça, pour moi, ça a été un moment clé. Je pense que tu reviens pas de ça jamais. Parce que là, tu sais que c'est le genre de regard que les gens peuvent poser sur toi. Ouais. Puis que, potentiellement, c'est le premier regard que les gens posent sur toi qu'ils l'assument ou pas. C'est chargé. C'est chargé, mais c'est vrai. Dans le sens que positivement, mais je suis comme... C'est parce que je me mets peut-être à ta place, puis j'étais comme, wow, t'as 14 ans, puis t'es comme, ouais, le garde de sécurité, il nous suit juste nous. Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais. Mais ça, c'est... Je sais pas comment dire ça, c'est comme... Je veux pas banaliser ça en disant c'est la vie, mais à un moment donné, c'est la vie, c'est notre réalité. Ouais.
on a tous des biais, Ouais. conscients ou inconscients. J'en ai envers je ne sais trop quoi, je ne sais trop qui, ça doit m'arriver. Ouais. Les gens en ont envers du monde qui me ressemble. So be it. C'est ça, l'affaire, c'est qu'il y a le fait que c'est toi l'invité, tu sais, par rapport à cette thématique-là, c'est qu'il y a tellement d'étages à la patente. C'est juste comme si tu étais, mettons, quelqu'un qui n'est pas nécessairement une minorité de la diversité, mettons, a déjà le regard des autres d'une autre, n'importe quel humain. Fait que là, toi, il y a comme plusieurs layers à la patente. Quand tu es déménagé à Montréal, en même temps, c'est intéressant parce que tu étais allé à Jonquière avant. Fait que tu es allé plus au nord. Plus en guillemets en région, dans le sens. Parce que c'est plus petit que Québec, donc démographiquement parlant, est-ce qu'il y avait, je veux dire, encore moins de diversité? Mais. On était deux, là. Je salue Valéria, d'ailleurs. Est-ce que vous faisiez des clins d'œil? Mais on a fait beaucoup de blagues par rapport à ça, Valéria et moi, quand on se retrouvait, par exemple, dans des endroits en même temps. On était comme, oh! On est les deux là. Y a-tu de la place pour nous deux, tu penses? On va rester. Puis c'est comme c'est ça. C'est beaucoup passé par l'humour aussi, cette affaire-là. Puis c'est bien correct. Puis à Jonquière, j'étais dans j'ai appelé ça un safe space, mais c'est un safe space infini. Tu sais, j'étais avec des gens qui voulaient faire le même métier que moi, avec des gens qui étaient ouverts, qui voulaient découvrir, qui étaient passionnés. Moi, j'ai rencontré mes meilleurs chums de gars encore à ce jour à Jonquière. Fait que je peux pas dire que l'expérience d'aller au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça a été quelque chose qui a renforcé ma perception du racisme latent de notre société. Là, au contraire, à la limite, même quand on sortait de notre bulle d'ATM, il y avait plus de curiosité que de jugement. Est-ce que tu sens que tu as été le premier noir que des gens ont rencontré dans leur vie? Certainement. Ouais. Oui, certainement. Ouais. Tu sais, me faire poser des questions, puis elle serait pas contente que je dise ça, mais je vais le dire quand même sans nommer son nom. Mais tu sais, une fille qui, mon amie encore à ce jour avec qui j'étudiais, qui, à un moment donné, de façon super naïve, me demande « Mais toi, là, t'as-tu plus chaud que nous? » J'étais comme « Ah, je sais, ben, comment non, ben... Je sais, toi, hey, cool. » Mais tu sais, tu comprends? Puis après ça, c'est comme... D'un côté, c'est bizarre. D'un autre côté, tu fais... C'est de la candeur pure, tu comprends? C'est la vie, tu sais. Ou t'es inséré adjectif pour un noir. Ouais, ça, j'en ai eu, tu sais. Plein, tu cours-tu vite? Tu dois être bon dans les sports. Toutes les affaires aussi un peu moins décentes que tu peux te faire dire à cet âge-là. Ça va, c'est la vie. Et la maladresse qui en découle. Exact. Quand après ça, tu arrives à Montréal, donc là, vraiment la métropole, on se perd dans la foule. Moi, je viens de Montréal, j'ai jamais pas eu dans ma classe des Noirs, des Vietnamiens, des Chinois, des Italiens. Tu sais, il y en a depuis que je suis au primaire. Toujours. Ça, quand tu es arrivé à Montréal, comment le regard des autres a changé? Je le sais pas parce que je pense que là, pour moi, ça a été mon moment d'éveil à moi. Ça a été le moment où j'ai fait « Oh! » Je sais pas, là, je suis dans un milieu où il y a des gens qui me ressemblent. Mais où il y avait encore des perceptions, je pense, biaisées sur ce que c'est que d'être comme moi. Oui. Ce qui a fait qu'à certains égards, pendant très longtemps, j'ai voulu être plus drette que drette, comme on dit dans le jargon, dans mon habillement, dans ma façon d'être, dans ma façon de me positionner, de parler. Puis tu faisais vraiment attention à comment tu agissais. Puis... Complètement. Ouais. Pour être irréprochable. Exact. Est-ce que tu t'es déjà tenu avec des amis noirs et tu t'es dit « Maudit que je suis blanc ». Oh, quelle bonne question. Oui. Ben oui, mais maudit que je suis blanc, non. Mais tu maudit que mes référents sont différents. Complètement. Ouais. Même encore aujourd'hui, tu sais, des fois, mettons, je vais voir Dave, qui est mon barbier, mon ami, tu sais. Souvent, on va parler de trucs, puis je suis comme, oh, OK, cool, tu sais. Puis là, je suis comme, je suis en mode apprentissage. Je sais pas, n'importe quoi. Ces expériences de jeunesse, que ce soit d'aller à l'église, tu sais, juste... J'en parle dans la série, mais tu sais, juste aller chez le barbier. Je suis jamais allé chez le barbier avant ma mi-vingtaine, moi, tu sais. Je savais pas c'était quoi une chasse, je savais pas c'était quoi un fade. Tu sais, il y a plein d'affaires que j'ai appris sur le tard. Mais ça, j'ai fait la grande paix avec ça. Je vois ça comme une richesse d'être encore en posture de curiosité dans ma vie.
100%. par rapport à mon identité. Tu sais. 100%. On a beaucoup... Oh, t'allais dire, oui. J'aurais une question. Mettons, Oui. quand les gens ils te posent la question, tu viens d'où? Est-ce que tu réagis d'une façon, des fois, est-ce que à la longue, tu trouves ça, je sais pas, lourd ou ça, que les gens te la posent? Ou... C'est pas que je trouve ça lourd, parce que ça me dérange pas de me faire poser la question « Tu viens d'où? » Puis j'essaie d'en parler beaucoup là, en lien avec la série, parce que les gens, souvent, ils vont me dire « Mais qu'est-ce qu'il faut dire à la place de? Ou on peut-tu encore poser la question? » Je suis comme « Il y en a pas de problème à me poser la question « Tu viens d'où? » C'est juste que quand tu poses la question « Tu viens d'où? » à quelqu'un qui est visiblement issu de la diversité, puis ça peut être vrai pour n'importe qui a pas l'air visiblement issu de la diversité, ça se peut que ça vienne avec une histoire. Fait que des fois, je me dis, on demande tu viens d'où comme on demande comment ça va, mais l'impact n'est pas le même. Puis moi, je veux dire, c'est quand même simple. Ça me dérange pas de faire, je viens de Québec. Non, mais tu viens d'où pour vrai? Mes parents étaient sénégalais. Je peux te résumer ça en une phrase. J'ai appris à le faire, puis ça me blesse pas d'avoir à le faire. Mais il y a des gens pour qui c'est extraordinairement chargé, puis de faire tu viens d'où, que la personne fasse ben là, je viens, puis de faire ah, OK, cool. Puis que ce soit fini. Tu viens de lui projeter une charge, puis tu viens de l'empêcher de se délester de cette charge-là par le partage qu'elle essayait d'engager. Tu sais. Comprends ce que je veux dire? Fait que comme poser cette question-là, ça peut avoir... je veux pas dire des conséquences, mais ça peut être chargé. C'est ça que je veux dire. Fait que si tu poses la question, tu viens d'où? Faut que tu sois prêt à avoir 1 minute devant toi comme 20 minutes. C'est ça que je veux dire. Genre pas prendre pour acquis que ça va juste être une phrase, la réponse. OK. Exact. Puis c'est comme PY dit dans la série, souvent quand les gens vont demander tu viens d'où, c'est un peu comme de dire pourquoi t'es différent. T'sais. Puis si tu demandes à quelqu'un pourquoi t'es différent, la réponse, ça sera pas ben parce que point. Ça va être une réponse qui va être complexe. C'est ça, complexe donc. C'est drôle parce qu'en plus, cette question-là, puis ça, Boucard l'a dit, mais des fois, elle est très candide, ouais. Vraiment, tu sais. Puis des fois, moi, en regardant la série, puis cette question-là, c'est drôle parce que moi, souvent, quand je rencontre quelqu'un, ben, tu sais, tu es un fan d'entrevue, tu es un fan de podcast, mais c'est un gars comme Mark Maron qui a un podcast, lui, il revient toujours à son modèle de hey, tu viens d'où, tes parents font quoi, tu sais, qui est vraiment la base de. Complètement. Fait que c'est drôle parce que moi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, tu sais, je suis tout le temps comme tu fais que tu viens d'où, tu sais, genre de. On dire tu viens de quelle région, tu viens de quel coin, tu viens de quelle ville. Mais c'est la base d'une conversation. Exact, tu sais. Là, je fais comme, il y a cette connotation-là qui peut ne pas être, qui peut être méconnue, tu sais, parce que quand tu te l'es pas fait tant que ça poser, tu peux pas penser que de l'autre côté de la médaille, tu te fais ah, OK, oui. Je trouve ça intéressant de... Mais dans l'absolu, comme être humain, on est quand même capable de reconnaître la bienveillance chez l'autre aussi, tu sais. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de règle établie sur tu peux-tu poser la question, tu peux-tu pas la poser. C'est juste, je suis sûr que quand tu la poses, les gens voient dans la façon dont tu la poses, dans tes yeux, dans ton intérêt, que c'est posé avec bienveillance. Puis je pense pas qu'il y a personne qui va réagir à ça de façon négative. Je pense qu'il y a des façons expéditives, voire quasi agressives de poser la question qui peuvent être un déclencheur. Ton collègue là, qui est à Radio-Canada qui dit « Mais moi, je dis je viens de Drummondville. » Fait comme, oui, c'est ça la réponse, mais c'est que certaines personnes, c'est pas la réponse qu'ils veulent. Mais non, c'est ça. C'est comme, non, c'est pas ça que je voulais savoir. C'est ça. J'ai vu du monde Drummond, c'est pas comme ça, gros. Il ressemble pas à toi. C'est ça, ouais. C'est vraiment ça, ouais. Donc, c'est plus ça, d'être à l'écoute de la réponse qui t'est donnée. Tu sais, absolument. Autant que la question. Là, on était beaucoup très chargé sur la question... sur la portion plus apparence. Puis, là, ça après mais tout ce qui est le regard des autres, une affaire, je vais te demander, parce que nous, on est de la même génération. Nous, on a quand même grandi relativement sans médias sociaux. C'est arrivé un petit peu plus fin de l'adolescence, là, Facebook, tout ça commençait. Mais toi, Anna, ça fait quand même un bon moment que c'est là. Donc, toi, à quel âge, par exemple, tu as eu un cellulaire? Avant, j'avais un iPod, mais comme mettons un cellulaire, je l'avais comme en secondaire, peut-être 3. Mais quand même. Puis là, j'imagine. Mais est-ce que tu dis que. Parce que tu dis j'avais un iPod, étais-tu déjà sur les médias sociaux, mais dans le fond. Non, je l'étais quand même tard. On dirait que maintenant, les gens sont tellement jeunes, à 12 ans. Mon frère Marcel. On dirait qu'on parle de puberté. Les gens de. Mais oui, mais je l'ai eu quand même tard, comme en secondaire, peut-être, je sais pas, 3 à peu près. Comme j'ai commencé à avoir Instagram, ça a commencé. Puis on dirait que pendant les premières années, j'étais pas tant sur ça. Là, c'est plus. Dans les dernières années, j'ai été plus. Puis on dirait que. C'est ça, au début, j'étais vraiment moins sur mon téléphone. J'étais comme pas encore dans la. Aujourd'hui, tu sais.
comme mon frère et ma soeur sont plus jeunes, ils ont comme 12, 13, 14, 15. Puis ils sont vraiment plus dessus que j'étais avant. Fait que c'est comme, ça vient plus tôt, là. Un choc. Mais vraiment tôt. Est-ce que quand tu as commencé à être sur les réseaux sociaux, surtout adolescent, dans cette belle marée de quête identitaire, est-ce que tu as senti que ça a changé? T'sais, parce que, tu sais, vu que là, évidemment, la comparaison est comme exponentielle avec les réseaux sociaux, est-ce que tu sens que ça a changé, en tout cas, ce que tu trouvais qui était le regard des autres ou ta perception de toi-même? Est-ce que tu as senti ça ou pas? Ben, on dirait que avant même d'être sur les réseaux sociaux, j'ai entendu des gens dire, tu sais, faites attention, c'est pas la vraie vie, c'est pas nécessairement réel. On dirait que j'avais un peu dans ma tête, c'est sûr que quand t'es dedans, c'est pas pareil, mais on dirait que... Fait que quand je suis ici, même aujourd'hui, j'essaie de me dire que c'est pas nécessairement la vraie vie, mais c'est quand même difficile aussi. Ouais. Quand tu es dans le... Oui, non, parce que c'est fait pour t'aspirer aussi, les univers des réseaux sociaux. Que ça peut... C'est un vortex. Mais toi, pourquoi, mettons, le regard des autres, c'est ton idée de thématique. Pourquoi tu voulais parler de ça? Tu sais, qu'est-ce qui t'interpelle dans cette thématique-là? Ben, des fois, je trouve que c'est difficile, comme, mettons, parce que surtout dans l'adolescence, des fois, on essaie, mettons, dans la mode, ou pas nécessairement dans la mode, mais t'es dans un moule. Des fois, je trouve ça dur, même si on essaie d'être soi-même, je trouve ça difficile de l'être nécessairement, comme sans la pression des autres, ou comme on dirait qu'on dit, pas qu'on nous dit, mais genre indirectement, tu sais, d'être dans un moule. Fait que, des fois, on dirait que j'essayais, comme dans mon adolescence, comme d'être normal, tu sais, comme d'être comme les autres. Fait que j'avais envie d'en parler plus. Ouais. Puis, OK, mettons, ça, c'est la ligne, OK? Ça, c'est ce qu'on considère comme la normalité. Là, ça, c'est, on s'en va vers quelque chose de différent, OK? OK, tu me dis qu'arrêter, par rapport à toi, t'es où? À comment tu te considères? Stop. Là, OK. Ben, quand même loin. Ben, loin. Oh, non. Mais je sais pas, là, ça dépend. OK, parfait, on est là, dire, ouais. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est là? T'sais, qu'est-ce qui fait que toi, tu te trouves différente ou loin de cette normalité-là, ou en tout cas loin de ce qu'on attend, quand on parle du regard des autres, loin de ce que les autres peuvent s'attendre à avoir de toi ou d'une personne, entre guillemets, normale? Je sais pas. Peut-être mes intérêts, ou peut-être que avec mes amis, je suis quand même une personne, genre, introvertie, mais j'aime ça avoir des amis, dans le sens les grosses fêtes, puis genre, ça a été plus tard que... Fait que, puis même aujourd'hui, c'est pas nécessairement quelque chose que j'aime tant que ça. J'aime voir des amis, mais comme dans des plus petits groupes. Fait qu'on dirait que ça, comme les gros parties, tout, comme la popularité, puis on dirait que je me suis jamais sentie de fitter là-dedans non plus. Ça, c'est très intéressant. Puis je suis sûr, en même temps, on se connaît pas, mais j'ai l'impression que je suis sûr que ça va faire écho à ce que tu vis dans la vie. Peut-être pas, dans le fond. Je sais pas pourquoi je présume ça. Je vais le dire pareil. Toi, tu le sais pas, mais je suis noir. On va y aller. C'est ça. C'est ça. Tu sais, là, dans la vie, on valorise beaucoup l'extroversion. Dans notre métier aussi, 100%. On valorise énormément l'extroversion. Tu sais, les gens qui sont loud, les gens qui prennent de la place, les gens qui parlent fort, les gens qui rient fort, les gens qui sont sociables, les gens qui ont beaucoup d'amis. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens extravertis qui sont très heureux. Mais je pense que c'est un mythe dans la quête du bonheur de penser que l'extroversion équivaut à un chemin plus facile vers le bonheur. Puis souvent, c'est ça qu'on va essayer de nous vendre, tu sais. Justement, aller dans des gros parties, faire des gros événements, avoir une grosse gang, machin. Moi, personnellement, si je faisais pas mon métier, je serais tout le temps tout seul chez nous, ou avec ma blonde, ou avec quelques amis, puis... tu sais, moi, ma vie intérieure, mon discours intérieur, j'ai souvent cette conversation-là avec ma blonde, il est perpétuel, tu sais. Fait que moi, j'ai moins besoin de parler avec les gens, j'ai l'impression, parce que je me parle puis je me réponds. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, j'ai moins ce besoin-là d'extérioriser, moins le besoin d'extérioriser ce que je vis, parce que je le process, comme on dit en anglais, assez rapidement. Et donc, ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est quand tu parles de l'idée d'être introverti, en lien avec le fait d'être à droite ou à ta gauche de la normalité, c'est vrai, mais c'est pas vrai, tu comprends? En tout cas, je veux dire, c'est vrai si tu te sens comme ça, tu es valide dans tout ce que tu penses,
mais je pense que c'est vraiment important qu'on revalorise aussi l'idée de ne pas être des personnes expansives, tu sais. Tu comprends? Comme là, moi, c'est facile d'être expansif. On parle, on a une conversation, c'est le fun, j'ai du plaisir. Ouais. Mais tu sais, c'est pas mon mode de vie. Tu comprends ce que je veux dire? 100%. Et aussi, la question, c'est quoi la normalité? T'sais? Exact. Est-ce que la normalité, c'est d'être loud et funny et rentrer en criant dans les... Pas pour tout le monde. T'sais. Pas du tout. Pas pour tout le monde. Puis je comprends à 100% ce que tu veux dire, que je pense dans le showbiz keb, qui est un oxymore en ce qui me concerne. Être connu, mais dans sa famille. Ouais. C'est la meilleure blague avec le mot oxymore que j'ai entendu depuis longtemps. J'adore. Merci, c'est ce que je vais garder ça dans mon cœur, Nicolas. C'est un projet sur lequel je travaille depuis 15 ans. Mais c'est vrai que c'est très valorisé. Puis non, mais pas juste dans la showbiz, vie en général. Dans les domaines, tu sais, si t'es loud, si t'es là, je pense que tes avancements professionnels sont plus rapides. Bien parce que sûr. c'est comme elle prend de la place, elle sait où il s'en va, elle s'en va. Alors qu'au final, c'est smoke and mirrors. Mais c'est vrai. Ça peut être, ouais, vraiment, tu sais. Fait que, puis justement, Olivier Niquet vient de sortir un livre c'est sur vrai. les introvertis, dont il fait partie. Puis, tu sais, c'est drôle que c'est donc quote bizarre être introverti. C'est pas bizarre de prendre un temps pour réfléchir ou d'absorber l'information sans essayer de tout le temps être en réaction rapide à tout ou d'être, tu sais, voilà. Donc, bref, puis je partage mon point de vue dans le sens que moi, je pense que si je ferais pas les spectacles, je parlerais de jokes, mais avec des amis. Je pense pas que je rentrais en gueulant dans un restaurant. Non, c'est ça. Ça m'intéresserait pas. Toi, avec ton métier, ça, t'interagis beaucoup, mais comme dans ta vie privée, est-ce que tu sens... Moi, je fais mon métier pour pouvoir parler avec du monde. C'est pas des jokes. Sans qu'il ait le droit de répondre aussi, ça, c'est un... Sans qu'il ait le droit d'avoir... Oui, non, mais en fait... c'est que le prétexte de mon métier fait que je rencontre des gens, fait que je peux avoir des conversations qui me sortent aussi de ce qui me rend inconfortable dans la vie, c'est-à-dire rencontrer des gens dans la vie de tous les jours, puis le faire « Ah, il fait beau, ah oui, machin, ah... » Tu sais, moi, je suis en dessous des bras, je suis pas bien, j'ai envie de partir. Heureusement, tu portes du noir, fait que ça paraît pas. Exact, c'est ça. Je porte du noir avec plusieurs couches. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme ça. En grande partie, c'est pourquoi je fais mon métier. Puis c'est pourquoi j'aime autant mon métier. C'est parce que, tu sais, quand je fais des entrevues avec des gens, on est tout de suite dans quelque chose qu'on partage. Tu sais, c'est comme ma façon d'aller générer de la connexion avec des êtres humains. Il y a un contexte. Ouais. Puis faire mon métier, ça m'a vraiment aidé à être plus à l'aise dans la vie de tous les jours. Ouais. Dans comment, genre, t'interagis avec les autres. Complètement. Puis aussi, tu sais, le fait que, tu fais un métier, il y a des gens qui t'écoutent, les gens vont t'approcher, ils vont te parler de ça. Tu sais, pour moi, c'est un gros exercice, mais c'est le fun, tu sais. Parce que là, je sais que les gens, ils vont pas venir me parler. Puis c'est pour ça aussi que j'ai fait très attention au début de ma carrière de faire des choses qui me ressemblaient, ou en tout cas que j'assumais. Parce que je me disais, s'il faut que je fasse ce métier-là, puis que je fasse des trucs que j'assume pas, puis que là, les gens viennent me parler de trucs que j'assume pas, puis là, que je sois pogné pour avoir des conversations sur des affaires dont je me fous au bout du compte, je finis, tu sais, fini. Mais là, c'est ça, tantôt, je niaisais quand je disais, je vis ma vie de rêve, mais je vis ma vie de rêve pour vrai, tu sais, je parle de musique tous les soirs. Quand on joue de cuisine, c'est la prochaine question. Exact, c'est ça. Hein, regarde, on pourrait parler de bouffe très longtemps. Là. On parle de ton métier, puis je pense qu'Anna avait écrit une excellente question par rapport à ça. Mais c'est depuis que tu fais un métier public, le regard des autres, puis ta gestion du regard des autres, évidemment, il y a quelque chose qui a changé dans l'équation. En quoi ça a changé, puis comment tu gères ça? Hey, c'est une super bonne question. Il nous reste 1 heure. Ouais, c'est ça. Pour être bien honnête, je veux pas mentir. C'est que j'essaie de réfléchir. Je pense que je m'en fous pas mal du regard des autres en ce moment. Mais du regard, là, je parle, tu sais. Dans le sens où... Mettons que le regard inclut les commentaires sur les réseaux sociaux. Je suis pas populaire à ce point-là, tu comprends? Je suis pas populaire, je suis pas ton ami Jay, tu comprends? Tu sais, je suis comme... Les gens, ils ont...
Je veux dire, la semaine passée, là, je remplaçais Seb Diaz sur sa quotidienne. Tu sais. Oui. Puis là, les madames, il y a des madames qui ont écrit, mon Dieu que j'aille ça dire ça, les madames. Il y a des dames qui ont écrit sur les réseaux sociaux que j'étais mal assis dans le siège. Puis là, je me suis dit, crime, OK. D'accord. Comment tu réagis? C'est ça que je veux dire par le regard. C'est le regard de quelqu'un sur la façon dont je suis assis. Je m'en fiche un peu, pour être bien honnête. Si quelqu'un me dit ce gars-là est impertinent, il dit des âneries, là, ça va me faire quelque chose. Parce que moi, ma plus grande préoccupation dans mon métier, c'est d'être justement pertinent, rigoureux, de travailler fort, d'être informé. Ça me ferait mal. Mais que le monde me trouve laite, que le monde trouve que je suis mal assis, que je suis mal habillé, que je suis trop noir, je sais pas quoi vous dire. C'est just too bad. Je m'excuse, je pensais pas que ça allait te faire ça. Je fais ça sur Internet. Bref, mon faux compte, Thérèse. Ouais, c'est ça. C'était moi tout ce temps-là. Tout ça pour cette joke. Mais non, mais c'est ça. Donc, t'es comme dans un sweet spot où t'es pas non plus à tout le monde en parle. Ben non. Est-ce que tu gères aussi ça de pas trop lire ou tu lis quand même? Comment tu gères ça, tu sais, maintenant quand tu vas remplacer dans une émission de grande écoute? C'est une bonne question. C'est vrai que la semaine passée, c'est une chose à laquelle je suis pas habitué du tout. Donc, je suis pas allé. Parce que je me suis dit d'un coup que le monde fait, hey, il est dégueulasse, celui-là, je ne veux plus jamais le voir dans ma télévision. C'est pour la simple et bonne raison qu'il faut que tu passes à travers la semaine. Fait que je me disais, s'il faut que je lise ça le lundi soir, puis il faut que je fasse encore d'autres choses, ça va trop me jouer dans la tête, puis ça va me faire consacrer de l'énergie inutile à quelque chose que j'imagine je peux pas contrôler, en tout cas que je peux pas contrôler sur 4 shows en une semaine. Là, tu comprends? La semaine passée, c'était quel événement? On va se le dire, l'émission que Sébastien Diaz anime en fin de journée, puis il y avait la COVID, c'est qu'ils m'ont appelé pour que je le remplace. Le classique en ce moment. Puis non, c'est ça. Puis après ça, tu sais, là, les gens de l'équipe mondiale, tu sais, ils m'ont montré des commentaires, c'était en général positif. J'étais comme, c'est super, mais je peux pas me définir. En tout cas, j'espère. Mais après ça, tu sais, c'est encore une fois, privilège. Là, tu vois, on a beaucoup parlé des avantages, bon, être une personne noire, machin, ce qui est très important. Mais je suis pas une femme noire à la télévision. Tu comprends? C'est aussi d'autres couches. Tu sais, j'imagine que j'en ai là, des amies femmes qui font de la télé, femmes blanches, femmes issues de la diversité, puis elles reçoivent 200 milliards fois plus de commentaires, d'insultes, de commentaires sur ce qu'elles sont, sur comment elles sont habillées, sur comment elles parlent, sur ce dont elles ont l'air, que n'importe quel gars qui fait ce métier-là que je connaisse. Fait que on dirait qu'à quelque part, OK, c'est facile pour moi de faire, je m'en fous un peu des commentaires, machin, je suis vraiment au-dessus de ça. Non. Mais tu sais, je suis sûr que quand t'en reçois 500 sur ton apparence ou sur un petit croiser sa jambe avec sa jupe, on est sur le bord d'y voir la petite culotte, je pense que ça doit t'affecter d'une façon ou d'une autre, c'est sûr. Complètement. Puis à la fin, tu essaies de dire, je vais essayer de pas faire attention, mais à la fin, quand ça s'accumule, c'est plus facile. Tu sais, là, si tu reçois 3 petites boules de papier d'en face, tu vas faire « Ah, c'est tannant, mais je peux gérer ça. » Si t'en reçois 500, il y a un moment donné où tu fais « Je suis juste plus capable, c'est aliénant. Je le sais que ça fait pas mal, je sais que ça me blessera pas, je sais que ça va rien changer à ma vie, je sais que je vais pas faire une commotion cérébrale parce qu'on m'a pitché 500 petites boules de papier dans la tête, mais je suis juste complètement aliéné puis ça m'empêche de focaliser sur des choses plus importantes. Fait que je pense que c'est ça le concept pour moi de ce que ça peut faire le regard des autres sur les réseaux sociaux, dans notre métier ou ailleurs. T'sais. Puis, indépendamment, mettons, des réseaux sociaux, mais juste le regard des autres comme personnalité publique, est-ce que c'est quelque chose aussi auquel tu penses consciemment, puis attention, faire ou ne pas faire des choses? Je serais tellement menteur de dire que non. T'sais, encore une fois, moi, mon barème, c'est beaucoup la pertinence. J'avoue que je pense beaucoup. Je sais pas si au regard des autres ou qu'à ce que pensent les autres de mon travail, tu sais, je veux juste que les gens soient bien servis par mon travail. C'est ce que j'espère. Fait que je pense que je suis très, très préoccupé par je suis assez préparé, j'ai-tu posé les bonnes questions,
j'ai-tu présenté les choses de la bonne façon, l'angle avec lequel j'approche les affaires, c'est-tu bon, est-ce que je pense assez à telle personne ou telle autre personne. Tu sais, moi, je fais de la radio publique, fait que forcément, on fait de la radio pour du monde des territoires du Nord-Ouest à la Colombie-Britannique jusqu'à Terre-Neuve ou à l'île du Prince-Édouard. Tu sais. Puis je comprends là, que la grande majorité de nos auditeurs sont montréalais ou québécois. Mais moi, c'est une grosse préoccupation pour moi dans la vie de me dire, s'il y a une personne qui m'écoute à l'île du Prince-Édouard, je veux pas qu'elle se sente oubliée. Tu sais. Est-ce que tu as du feedback des gens dans le reste du Canada, que ce soit dans l'Ouest ou dans les Maritimes ou dans le Nord, qui t'ont... Ouais, souvent. Ouais. En fait, tu sais, quand les gens m'écrivent, ça va être pour me dire ce genre de truc-là, tu sais. Moi, je viens de X endroit, puis le fait que tu dises, je sais pas, tu sais, il y a tel show à Montréal, si vous êtes de passage ou si vous pensez venir, juste, ça les fait se sentir considérés parce que c'est le show ici au National à Montréal, je le sais, nous, on le sait qu'on peut y aller ce soir. Mm-hmm. Pas la personne qui habite à Saint John's. Mm-hmm. Mais juste de l'inclure dans la Exact. On peut prendre pour acquis que tout le monde qui écoute la radio vient de Montréal. Exact. Peut-être la dernière question avant qu'on passe au dernier volet. Yes. Qui sera le quiz. Mais c'était, encore une fois, une autre excellente question de Anna qui dit si on compare le toi adolescent et le toi maintenant, est-ce que tu pourrais dire qu'il y a une évolution sur comment tu gères le regard des autres? Pas du tout, je suis la même personne, c'est faux. Oui, énormément. Je pense qu'adolescent, j'étais très préoccupé par ce dont j'avais l'air, puis ce que les gens pensaient de ce dont j'avais l'air. Non seulement dû à mon identité de personne afrodescendante, mais juste comme n'importe quel adolescent, là, tu sais. J'avais pas nécessairement les sous pour m'acheter des souliers cool. J'avais pas nécessairement, tu sais, les vêtements dernier cri, machin. Puis là, tu voyais les gens cool qui étaient toujours bien habillés, bien mis, qui pognaient, puis ça te fait quelque chose, tu sais, parce que on apprend à quelque part à l'école secondaire et à l'adolescence que c'est que l'échelle sociale. Après ça, on se rend compte en vieillissant que l'échelle sociale, elle se gravit de multiples façons, pas juste en étant beau, là, tu sais, elle se gravit... en étant extraverti. Oui, en étant extraverti. Non, mais tu sais, par ton intelligence, par ton domaine professionnel, par les sous que tu as aussi. Puis des fois, tu peux gravir l'échelle sociale sans nécessairement le mériter. L'inverse étant aussi vrai. Fait que ça a beaucoup changé, ouais. Mais je pense quand même qu'on garde en vieillissant des petites parcelles de ce qu'on était comme adolescent ou du regard qu'on posait sur soi-même ou du regard qu'on pense que les gens posent sur nous. Fait que je pense qu'il en reste quand même un petit peu de cette affaire-là. Ouais, ça change pas complètement. Ouais. Ce serait bien... je serais très, très, très menteur de dire que je pense jamais là, à comment les gens... c'est quoi le regard du monde. C'est juste c'est d'y accorder moins d'importance et de ne pas se définir par ça. Mais de dire que je pense pas à ce que le monde pense quand il voit comment je suis habillé quand je sors dans la rue. Oui, j'y pense. Oh ouais. Syndrome post-traumatique quand tu rentres dans un Simon. Ouais, encore à ce jour. Mais là, moins. Un petit peu moins, mais jusqu'à tout récemment, aller dans des centres d'achat, blague à part, là, aller dans des centres d'achat, j'y allais jamais avec un sac quelconque. Jamais des gros manteaux, en tout cas le manteau ouvert, des affaires. Ouais. Il reste des petites affaires, ouais. Est-ce que tu es prêt, Nick, pour le quiz? Toujours prêt pour un quiz. Chaque invité a la chance de répondre. Puis on s'est gardé un petit peu de temps, justement, c'est cool parce que des fois, ça ouvre sur d'autres réponses. Ça ouvre sur des trucs. Fait que c'est pas nécessairement je suis prêt. Des réponses éclaires, mais des fois, ça se peut que c'est un mot, mais des fois, ça se peut que c'est anecdote, ça me rappelle que. Donc, Anna, please, take it away. Quand tu étais ado, ta chambre est-ce qu'elle était bordélique ou bien rangée? Mes tiroirs étaient bordéliques, mais l'apparence était bien rangée. Et ma mère insistait
pour qu'on fasse notre lit tous les matins. Fait que ça, c'est jamais arrivé, un lit défait. Encore à ce jour, jamais chez nous, le lit est défait à aucun moment, une fois qu'on est levé. C'est comme une habitude. Ouais. OK. Ouais. J'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. C'est vrai. Ah ouais, hein? C'est pour ça que tu accomplis des choses. Non, mais le bonheur de se coucher tous les soirs dans un lit fait. Non? Moi, c'est comme me coucher dans un lit défait. Je suis comme. T'es comme, il me reste plus Je suis rien dans ce déçu. bon monde. Ouais, exact. Je me déçois, tu sais. Ouais, voilà. Génial. OK. Quelle chanson écoutais-tu en boucle quand tu étais ado? Une personne à qui on peut demander ça, c'est bien. Ouais, mais on a. Sûrement Screaming Infidelities de Dashboard Confessional. Très bien, ça. Ou Bro Him Tribute de Pennywise, parce que mon frère est un gros fan de Pennywise, ou Changes de Tupac. Ça serait ces trois-là qui me viennent en tête rapidement. Là. Ouais. Alors, Dashboard Confessional, il y avait un mouvement emo dans les années 2000, Anna. Ouais. Mais qui a un gros retour en ce moment, là, énorme. Là. Et Dashboard Confessional était un groupe de issu de ce mouvement. Chris Caraba. Ce sera pour une autre fois. Le nom du chanteur? Chris Caraba. Voilà. Le nom du gars. Je suis tombé dans Blink-182, mais on tombera pas là-dedans. On parle de Nick. Alors, oui, voilà. Donc, bref. Okay. Très bonne réponse. La place où tu passais le plus de temps avec tes amis quand tu étais jeune? Parc Falaise. Les gars vont s'en souvenir. Nous autres, on faisait du vélo. On allait beaucoup au Parc Falaise. Ça, c'est vraiment comme préadolescence, adolescence. Puis un peu plus vieux, l'été, quand on travaillait dans les terrains de jeu, on appelle ça comme ça, les camps de jour à Québec, on allait dans un endroit secret. Les terrains de jeu? Ouais, on appelait ça des terrains de jeu. Vous êtes bizarre, les gens qui On est très bizarre, très, très bizarre. Ouais, il y avait comme un cap, puis là, on allait faire des feux, là. Ça, c'est comme des souvenirs. Puis la traque de chemin de fer aussi. Mais ça, c'était plus quand on était plus enfant. Ouais. Genre, vous vous teniez au parc, puis genre, entre amis. Ouais, exact. Ah, c'est le fun. Ça bombait. Ça bombait grave. Le fait que tu as rajouté grave confirme que vous bommiez de manière très polie. Exact. Oui, c'était très. On n'était pas des. On bombait grave, ça vient pas du crystal meth. Non, clairement pas, clairement pas. Bon, bref. C'était comment ton premier party? Oh, là, qu'est-ce qui. Peux-tu parler d'alcool ou je peux pas parler d'alcool? OK, tout est ouvert. Mon premier party, on était 6. Je sais pas si ses parents le savent encore à ce jour. C'est une amie qui s'appelle Joanie. On avait bu chacun 2 Smirnoff Ice. Puis elle avait un spa. 2 Smirnoff Ice dans le spa. C'est à la fois un rêve et un cauchemar. Exact. Puis ben voilà, c'était ça. Premier party, je m'en souviens encore. Salutations. Say no more. Exact. Il n'y a rien besoin d'ajouter. Ça reste genre un bon souvenir ou? Ben oui, c'est des super bons souvenirs. Après ça, c'est. Je regarde ce moment-là avec beaucoup de tendresse et beaucoup de bienveillance. Moi, j'avais l'impression d'être en train de commettre un acte pas de rébellion, mais un acte de, comment on dit ça, de désobéissance complet. Grave. Ouais, je suis en train de désobéir, grave. Je suis pas mal sûr que mes parents, ils étaient comme good for you. C'est ça. Il y a plus de sucre que d'alcool Exact, dans ton verre. c'est Regarde, ça. c'est pas grave. Exact. Une phrase que tes parents disaient souvent qui te gossait vraiment. Ouh. Il n'y a pas besoin de dire de faire ton lit, en tout cas. Ça, Non, ça c'est clair. On dirait qu'il n'y en a pas. Mais là, attends, c'est sûr que... Sois plus blanc, je pense que t'as mal. Ouais, ma mère me disait toujours ça. Non, pour vrai, je pense pas qu'il y a... De phrases, il n'y a rien qui me vient en tête. Non, je pense pas. Oh. Mais quelle relation... Ben, tant mieux. Ouais, Ben non, c'est-à-dire... C'est pas parce qu'il n'y a pas de phrase qu'il n'y a pas d'attitude, mais... De ton! Exact, de ton, mais il n'y a pas de phrase dont je me souviens particulièrement. Je suis désolé, je passe. Ricochet. Passe et go. Ouais. Des trucs genre plus subtils. Ouais. Qu'est-ce que tes profs du secondaire diraient de toi? Je pense qu'il dirait... c'est un élève motivé.
Genre, tu travailles fort, puis... Ouais. Faudrait leur demander, là, mais je pense que oui. Tu sais, moi, j'étais un gars qui... Encore comme aujourd'hui, là, tu sais, je suis, comme on dit en bon français, je suis drivé en général. Fait que, tu sais, j'aimais ça, j'organisais des affaires. Tu sais, comme je faisais beaucoup de sport, je faisais de l'impro. Tu sais, ouais, c'était comme ma façon de vivre. Ça revient avec mon petit côté introverti, là, tu comprends? T'sais, être dans des contextes encadrés, organiser des affaires, être dans le conseil étudiant, ça me permettait de jaser, d'être avec du monde, d'avoir un contexte pour être avec du monde. Ouais. C'est ça. Ton meilleur mauvais coup? Ça, je m'en souviens très bien. Je parlais du chemin de fer tantôt. On allait là quand on était jeunes. Puis c'était donc... bon, les gens de Sainte-Foy, de Saint-Louis-de-France, il y a une côte, un chemin de fer. D'un côté, il y a des maisons. De l'autre côté, il y a des maisons. Nous, on allait là, dans le chemin de fer. On faisait des feux sur la voie ferrée. Puis, des fois, il y avait comme des bambous vides. Que des fois, on mettait de l'herbe là-dedans, mais on faisait ça un très bizarre. Mais à un moment donné, le feu, on a un peu perdu le contrôle du feu. Pas trop, mais un peu perdu le contrôle. Assez pour que la voisine ou le voisin ait vu qu'on avait perdu le contrôle du feu. Mais on leur a pris le contrôle. Mais sauf que entre le moment où on a perdu le contrôle et le moment où on a pris le contrôle, les pompiers ont été appelés. Et là, sont arrivés. Et là, ça a été une vraie chasse à l'homme. On s'est tous sauvés à vélo et vraiment une chasse à l'homme chassée par les policiers et tout ça. Et on les a semés. Et donc, encore à ce jour, je me suis évité, je ne sais trop quel genre de conséquences, mais ça a fonctionné. On s'en est sauvé. Exact. J'ai une histoire beaucoup trop similaire. Oh, alors... Tu vois, on bombait grave. C'est comme tu viens que tu viens de résumer à avoir 12 ans. Exact, oui, c'est ça. 100%. Belle phrase. Nomme-nous une série ou un film que t'aimais vraiment quand t'étais ado. En souvenir des Titans, Remember the Titans, avec Denzel Washington. Il y avait Cuba Gooding Jr. qui jouait là-dedans aussi. Et deux affaires, histoire extraordinaire. Hein? Bon, presque post-ségrégation. C'était l'intégration d'une école blanche et d'une école noire ensemble qui formaient une équipe de football, les Titans. Et la musique dans cette série-là, moi, ça m'a fait découvrir un million de trucs. Bon, Ain't No Mountain High, Cat Stevens, Peace Train, en tout cas, etc. Mais ce film-là m'a beaucoup marqué. Côté gauche, côté fort. OK. C'est-tu la quote? Ouais, ouais. D'accord. Une citation, je pense, du film. Ouais, côté gauche, côté fort. Côté gauche, côté fort. Anyway. Ouais, c'est un très, très bon film. Dépendamment à quelle langue tu l'as regardé. Ouais, exact, c'est ça. Mais là, à l'époque, quand on était à Québec, on regarde ça. On regarde ça doublé on regarde ça doublé en français, tu peux être sûr. Sur VHS. Pinoche au club vidéo. Exact. Est-ce qu'il y a une décision difficile que tu as prise quand tu étais ado? Partir de chez moi. J'avais J'avais 17 ans quand je suis parti chez nous. Oui, c'est une décision difficile. C'est-à-dire que c'est une décision difficile parce que c'était quitter mes amis, c'était quitter ma famille, mais c'était pas une décision difficile dans le sens où je me serais pas vu faire autre chose à ce moment-là de ma vie que d'aller étudier pour faire de la radio. Voilà. Puis je pense que ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie puisque ça a comme été un reset, comme on dit en bon français, dans ma vie, dans mon identité aussi, tu sais. Beaucoup d'amis qui sont restés à Québec, qui ont continué de se tenir ensemble, qui ont vécu dans les mêmes dynamiques. Tu sais, moi, je me suis comme extrait de ces dynamiques-là. J'en ai recréé de nouvelles en étant un peu plus vieux, un peu plus mature. Puis je pense que ça m'a beaucoup aidé dans la vie encore à ce jour, hein, à savoir qui je suis plus précisément. OK. Ouais. Mais comment tu as découvert le programme ATM comme... Certainement pas grâce à ma conseillère d'orientation. Ça, c'est une chose qui est sûre. On la salue. Non, c'est ma mère, ma tante, la cousine de ma mère a une fille. Cette fille a étudié en ATM. Et à un moment donné, ma mère parle à sa cousine. Puis là, elle fait hey, ton fils pourrait aller là, à Jonquière. Puis là, ma mère m'a parlé de ça. Mais tu sais, c'est un peu comme... c'était une grosse conversation. Parce que, tu sais, ma mère, c'était comme là, faut que je te parle de quelque chose.
Jeanne, t'attends tel programme, mais là, il faut que tu saches, c'est à tel endroit, il y a un processus de sélection, machin. Puis ça impliquait, crème, que ma mère me dise ciao, bye, là. Tu comprends? Fait que c'était vraiment une grosse conversation qu'on a eue à ce moment-là. Mais tout est bien qui finit bien. Le début du reste de ta vie. Exact. Le premier jour du reste de ma vie. Ouais, complètement. Comme ce film avec Marc-André Grondin, il me semble. Oui, pour lequel il avait gagné un César. C'est vrai, on le salue. Est-ce que tu avais un celebrity crush quand tu étais ado? Est-ce que tu avais... Quel était? Quel était? Ça? Oui, il faut être précis. Les hormones bouillonnent. Sûrement Jessica Barker dans Sur la piste. Oh, OK. Oui. Oui, je te cherchais, quand tu as dit Jessica Barker, je cherchais États-Unis. Non, on reste local. Non, mais parce que le nom est tellement anglophone. C'est vrai, c'est vrai. J'ai entendu. Oui, sur la piste avec ses acolytes. Mais oui. Sûrement, tu sais, dans... Toi, tu dois pas connaître ça, American Pie, mais bon... Pourtant, il y a eu tellement de franchises. Oui, c'est ça, exact. Mais bon, c'est ça. Tara Reid, c'est ça que tu allais dire? Pense. On dit vague. Exact, mais garde Jessica Barker. Ouais, c'est ça. Parfait. Même dans ces Celebrity Crush, t'es local. Oui, exact, c'est ça, 100% local. T'es local avant que ce soit à mode. Exact. Bravo. Quel était ton look à ton bal? Ben, si je vous le dis là, Pour la photo? ça marchera. Tu sais, vous allez perdre le plaisir de le découvrir. OK, d'abord, C'est bon. save it. Parfait. On va se- On va- Mais soyez prêts. Je sens qu'on ne le sera jamais assez. Non. Qu'est-ce qui te manque de la vie au secondaire, au cégep? Ou au cégep, ouais. La facilité de la proximité avec les amis. Moi, c'est la chose que je trouve la plus confrontante de l'âge adulte. C'est que t'as pas le choix de moins voir ton monde. Tu sais, moi, je veux dire, même si je voulais voir tout le temps mes amis, je peux juste pas. Je travaille de soir, je fais de la radio. Tu sais, il y a comme ma vie est organisée d'une façon qui fait que mes amis, je peux les voir la fin de semaine. Puis là, on a des chums, on a des blondes, puis ça devient plus complexe. Tandis que, hey, imagine, quand on avait 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tu sais, toi, là, t'imagines, tu peux arriver quelque part, commencer ta journée, voir tes amis. Tu comprends? Ouais. Moi, c'est ça qui me manque. Là. Savoir que tu vas arriver à l'école et que tes amis vont être là. Tu comprends? Que tu vas passer du temps avec tes amis tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. C'est extraordinaire. Non? On dirait que je suis comme tout seul à être enthousiaste de ça. Crime, tu sais, mettons, quand j'étais au cégep, là, on débarquait le matin, là, on savait qu'on avait tous nos cours, machin, mais on savait que, je sais pas, moi, à 9h45, tout le monde est en pause, tout le monde est au café en train de manger ses 2 œufs bacon, en train de cuver un peu la sortie de la veille, tu comprends? Ouais. On le savait, là, que c'est là que ça se passait. Aux pauses ou devant Ben tes... oui. Là, tu finis l'école, tout le monde finit en même temps. Hein, on va chez vous. Ah, parfait. Soirée complète. Manger des choses qui ne font pas engraisser parce que tu as 17. Exact. Ah non, incroyable. Moi, c'est ce qui me manque le plus, 100%. Complètement. C'est plus comme la journée même, tu dis quelque chose, tu sais, La spontanéité de cet âge-là, ouais, complètement. Quand tu dis ça, ça me fait penser à comme tu sais les gens qui disent aimes-tu l'école? Moi je me disais toujours j'aime pas l'académique mais j'aime l'école. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, mais déjà ça c'est un privilège d'avoir pu aimer l'école parce qu'on avait du parascolaire, parce qu'on avait des amis. Moi c'est comme moi j'ai aimé ça. Ouais, l'école entre autres, je suis d'accord avec toi. Entre autres à cause de ça. La dernière question, c'est si tu pouvais parler à toi, ado, que lui dirais-tu? Et là, c'est là qu'on est rendu à... Je dirais... Fresh! Porte pas ça. Moi, je retournerais dans la machine et je dirais porte ça. Non, c'est pas vrai. J'étais fier quand même. Je peux pas nier. J'étais fier de Est-ce mon qu'on pourrait costume. savoir les inspirations? Y avait-tu... Pour vrai, je pense pas qu'il y en avait tant que ça. Je me souviens d'être allé magasiner avec ma mère, Denise. Je vous présente Denise. Oui. Je vous présente Jean-Claude. Donc, avec ma mère au Simons. Et on débarque là. C'est l'inspiration du moment. Petit pantalon blanc, pourquoi pas? Petite chemise blanche, pourquoi pas? Petite cravate verte, bleu pâle, pourquoi pas? Petit veston ligné, bleu pastel, pourquoi pas? Un chapeau, allez hop. Tiens donc, détresse?
Parce que t'avais pas de tresse avant. Non, pas vrai. J'en avais puisqu'on avait fait une comédie musicale. J'avais fait tu les avais achetés au Simon. Non, mais je les avais fait faire pas longtemps avant parce que je jouais dans une comédie musicale qu'on montait à l'école qui s'appelle Notre-Dame de Paris. Je jouais Clopin. Clopin, dans la version de Locmerville, avait des rasta-œils, donc je m'étais fait faire des tresses pour y ressembler le plus possible. Et donc, voilà. Wow! C'était ça. Je regarderai cette photo jusqu'à demain. Tellement d'informations. Il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là-dessus. Fresh. 16 ans, 17 ans, 17, ouais. 17 ans. Ça, c'était à mon bal. On était allé là. On voit le derrière de la tête de mon ami Ben, totalement à droite, là-bas. Ben, sa mère, Francine, travaillait pour le réseau de transport de la capitale. Et donc, pour notre bal, plutôt que d'avoir des limousines ou des, tu sais, là, des voitures de luxe, nous, on avait un autobus de ville nolisé pour nous. Alors, on était toute une gang d'amis dans ce bus-là. On s'était promenés en ville, tout ça. Fait que moi, ça reste un super souvenir, cette journée-là, dans ma vie. Je ne demanderai pas combien de Smirnoff-Ice. Hey, c'était de la boomerang qu'on avait à notre après-balle. Grave. Je veux dire, c'est pire. C'est pire, c'est définitivement pire. Beaucoup plus maltais. Mais c'était quoi dans ta question? Oui, c'est exact, c'est ça que j'allais revenir. Ah oui, c'était si tu pouvais parler à toi, Adam, que lui dirais-tu? Wow. Je dirais, tout va bien été, comme on dit dans le jargon. Non, sincèrement, je sais que tout le monde doit dire ça, mais c'est vraiment ça. T'sais, on n'a pas parlé de ça beaucoup parce qu'on parlait plus du regard des autres, mais moi, j'ai été et je suis une personne anxieuse dans la vie. Puis, diagnostiquée assez tard dans ma vie. Fait que il y a plein de moments dont je me souviens dans mon adolescence où j'étais, c'est ça, anxieux sans savoir ce que c'était pour de multiples raisons. Puis ça me faisait penser à certains moments que tout était complexe, t'sais. Alors qu'au bout du compte, c'est juste ça que je me dirais. C'est pas si important, là, ce pourquoi tu te préoccupes en ce moment. Puis il va y avoir des solutions qui vont t'aider là, dans le futur à gérer tout ça. Fait que ouais, tout va bien aller. Mais en même temps, j'en ai bien profité là, de ma jeunesse. J'ai pas de regrets par rapport à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai été. Mais c'est ça. Je pense que des fois, on a juste besoin de se faire dire ça. Ça va bien aller. Même encore aujourd'hui. Quel beau mot de la fin. Du sage, Nicolas. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, Anna? Est-ce que tu avais des questions? Quelque chose qu'on n'a pas demandé à Nick qui te grugeait? Je suis là, profite-en. Ouais. Parce qu'après ça, on le reverra jamais. Après ça, je m'évapore. Non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, bon. Peux-tu? Ouais. Nick, ça a été un plaisir. Et merci de l'invitation. C'était tellement le fun. Merci pour ça et au plaisir de se croiser dans des moments toujours incongrus, genre une crème glacée. Oui, exact, c'est ça. Mais c'est la plus longue conversation qu'on a eue et c'était fort plaisant. Mais c'est réciproque. Merci les amis. Merci.